Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans Parole d'Experts sur H24, votre émission qui nous permet de décrypter l'actualité, qu'elle soit économique, sociale, politique ou géopolitique. Et ça sera le cas dans l'émission d'aujourd'hui. Iran-Israël, une guerre inévitable. Après la destruction de Gaza, Netanyahou s'attaque au Liban et s'attaquera peut-être à l'Iran. Bref, à quoi doit-on s'attendre dans cette région? À quoi doit-on s'attendre? Et surtout, doit-on avoir peur? C'est une vraie question de Netanyahou et d'Israël. Aujourd'hui, c'est la question qu'on se pose dans Parole d'Experts. Et pour en parler avec moi, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anas Abdoun, analyste en risque géopolitique. Ça va, Anas? Ça va, vous? Super, merci en tout cas de venir. On peut se tutoyer, il n'y a pas de problème si tu veux, parce qu'avec Abdullah, on se tutoie. Ça va, Abdullah? Abdullah Tcholabi, journaliste, chercheur, voilà, et puis chroniqueur, ce que tu veux, animateur, tout ce que tu veux. Mais moi, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi de différents sujets. Et ça, ce sont des sujets aussi qui sont dans votre domaine de compétences, en tout cas d'observation. Et on va essayer d'analyser ça. Peut-être, on avait déjà fait des émissions en traitant ça sous l'angle des médias occidentaux, comment on voyait la chose. Les choses ont évolué, bien sûr, mais on pourra parler de ça, faire un point là-dessus en fin d'émission. Mais je voulais avoir votre vision aujourd'hui de la manière avec laquelle tout ça se déroule. On est 1 an après le 7 octobre, et là, Netanyahou qui s'attaque au Hezbollah, qui va s'attaquer à l'Iran, parce que finalement c'est peut-être à ça qu'on s'attend dans les prochains jours. Quand on lève un peu le nez et quand on voit la timeline de tout ça, est-ce que c'était prévisible? C'était pas avec la même violence, avec la même déflagration. Je pense que le scénario d'une guerre totale était posé à un certain moment. Je pense qu'on y est. Je pense qu'on est beaucoup plus proche d'une guerre totale. C'est-à-dire quand on dit une guerre totale, c'est-à-dire une guerre qui va impliquer différents États, différents pays et toute la région qui risque de s'embraser, mais aussi avec une grande question, peut-être qu'on va revenir tout à l'heure, c'est aussi, est-ce qu'il y aura probablement aussi une intervention américaine dans cette guerre? Parce que c'est aussi un scénario qui est possible. Ça, je vais poser la question, puis on arrivera là-dessus, parce que c'est vrai que là aussi, j'aimerais sortir un peu des sentiers battus et qu'on essaie de lire entre les lignes. Anas, ta vision des choses? On se souvient qu'au lendemain du 7 octobre et de l'intervention du Hamas, il y avait les officiels israéliens qui avaient dégagé 2 objectifs stratégiques. On était dans un média occidental, ce que tu viens de dire, là, ça passerait pas. Oui, je devrais te dire, mais... C'est pour ça que c'est toujours un plaisir de ce que vous condamnez. Oui, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Benjamin Netanyahou et son gouvernement avaient dégagé 2 objectifs stratégiques, qui étaient la destruction du Hamas, politiquement et militairement, et le retour des otages. On a vu qu'après 1 an de bombardements intensifs, on est entre 40 et 60 000 morts. Il y a la Cour pénale internationale qui a émis des mandats d'arrêt contre Netanyahou, des accusations de génocide. Après 1 an de guerre sans cesse et avec une disproportion de violence rarement vue, eh bien, on n'a aucun de ces 2 objectifs qui ont été ni l'objectif de ramener les otages, bien au contraire, et ni l'objectif d'ailleurs de détruire le Hamas qui est considérablement affaibli, cela va sans dire, mais qui continue à opérer il y a encore moins d'1 semaine. Des roquettes ont été envoyées sur Tel Aviv à partir de la bande de Gaza, et encore un harcèlement de la part du Hamas contre les soldats israéliens à Gaza. Et donc, dans l'absence, si vous voulez, de cet objectif, et pour parer aux critiques, surtout occidentales, c'est-à-dire les critiques des alliés traditionnels d'Israël, la stratégie israélienne semblait faire fuir l'objectif stratégique par une fuite en avant, en essayant d'enclencher effectivement un conflit avec le Hezbollah de manière beaucoup plus, en ne respectant pas du tout ce qu'on appelait les limites, les règles d'engagement, et in fine aller chercher l'Iran, parce que lorsqu'on cherche l'Iran, eh bien ça permet à Israël de se remettre dans la position de victime et de jouer un petit peu la carte et la rhétorique de l'existentialisme même d'Israël est menacé, et de ressouder l'alliance occidentale. Et je pense que c'est cette fuite en avant qu'on est en train d'observer. Cette fuite en avant, c'est quoi? C'est un all-in? Est-ce que c'est comme si on était au poker, on va dire all-in, c'est-à-dire que Netanyahou se dit allons-y, voilà. De toute façon, ce côté existentiel, quasiment messianique, qui est de dire de toute façon, si on n'arrive pas à nous sauver, on peut même s'imaginer qu'on s'autodétruit, c'est-à-dire vu
vu l'emballement des choses, on peut même se poser cette question-là. Faisal a utilisé un mot que je pense que j'ai fait, un mot qui actuellement qui pourrait expliquer la vision de Netanyahou. C'est le mot messianisme. Oui. Mais messianisme dans un autre sens. C'est pas le messianisme dans le sens de détruire, enfin aller vers l'apocalypse, etc. Non, on est devant un messianisme qui commence à un tout petit peu à ressembler à ce que les néoconservateurs et l'administration Bush pensaient au début des années 2000. C'est-à-dire, on est devant une situation où on peut changer complètement le Moyen-Orient, on pourrait renverser des régimes. Le régime de l'Iran, ça a été dit par Netanyahou récemment, il a dit que voilà, maintenant l'objectif, c'est de renverser le régime de l'Iran. Il s'est quand même adressé aux Iraniens. Aux Iraniens et aux Libanais aussi. Hier, au moment, hier, par rapport au moment où on l'enregistre, hier, il avait justement demandé aux Libanais de écarter le parti de Hezbollah. Oui, mais tout en les menaçant, si vous voulez qu'on arrête, débarrassez-vous. C'est bien. Et de se débarrasser de Hezbollah. Donc, on est devant une situation où il y a un messianisme de la part de Netanyahou. Il ne faut pas oublier actuellement qu'il y a une partie aussi de son gouvernement qui est composé de l'extrême droite et des partis où cette vision messianique existe. Donc, on est devant un messianisme religieux, mais aussi dans un messianisme, entre guillemets, démocratique. C'est-à-dire, on va renverser des régimes qui sont autoritaires, on va renverser des partis. Donc, et des groupes. On est encore dans... Mais c'est le retour. On est encore dans cette idéologie qui était américaine, qui était de dire on va aller installer la démocratie, qui était une idéologie européenne aussi. Donc on fait tomber la Libye, on fait tomber la Syrie, on fait tomber l'Irak. Donc là, il faut faire tomber l'Iran maintenant. Mais je sais que voilà, tu es un observateur avisé des médias en Occident. Et je pense qu'il y a une musique qui est en train de revenir sur certains franges, enfin dans les médias étrangers, c'est de dire que voilà, c'est l'occasion de se débarrasser une fois du Hamas, se débarrasser du Hezbollah et de débarrasser du grand Satan. Le terme qui était utilisé par les Iraniens pour désigner les États-Unis, maintenant, c'est l'Iran qui est désigné un petit peu comme le grand Satan. C'est l'occasion de se débarrasser du régime des mollahs en Iran. Donc, on est devant cette musique qui est en train de revenir et c'est une musique qui est extrêmement dangereuse. On avait la situation où le Moyen-Orient a été plongé dans les années 2000. Voilà, maintenant, on est probablement dans une situation qui est pire. Il y a aucun recul. Alors, je pose la question, je suis revenu sur les médias, on y plonge un petit peu après, on en ressort. Cette manie extrêmement simpliste et qui, on en parlait tout à l'heure, qui est peut-être une insulte à l'intelligence, déjà intellectuellement dans l'analyse, qui est de coller le Hamas à la population. Voilà, c'est-à-dire en gros, Hamas représente tous les Palestiniens, que le Hezbollah représente aussi tous les Libanais, comme aussi le régime iranien est accolé que de dire que tous les Iraniens sont contre leur propre régime. Il y a un moment, ce sont ces discours qu'on entend aujourd'hui ambiants qui sont extrêmement dangereux. En réalité, c'est simplement un discours politique. Il ne faut pas véritablement confondre le discours politique qui est donné dans l'espace public avec l'objectif véritablement stratégique. Je suis d'accord en disant qu'il y a un all-in parce qu'il y a une espèce de momentum extrêmement intéressant pour la vision néoconservatrice israélienne. La première, c'est qu'elle peut se montrer, une fois n'est pas coutume, je dirais, avec ce fameux momentum du 7 octobre de dire nous sommes les victimes. Il y a eu l'ensemble des chefs d'État du monde entier qui sont venus en Israël et donc il y a une espèce de carte blanche qui a été signée pour la politique israélienne de pouvoir être beaucoup plus violente alors qu'elle a toujours eu une tradition de violence importante dans la région. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément du momentum qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a une vacance de pouvoir aux États-Unis. Le seul pays qui peut calmer l'ardeur et la folie israélienne, ce sont les États-Unis. Ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui parce que Netanyahou considère que l'administration Biden n'est déjà plus au pouvoir. Ce n'est pas simplement un président en période électorale, c'est pas un président sortant, c'est un président qui ne comptera plus dans les prochains mois. Et donc il y a un peu cet espoir que de deux choses une, soit Donald Trump prendra le pouvoir et dans ce cas on aura une marge de manœuvre plus importante, ou alors Kamala Harris prendra le pouvoir, risque pour faire plaisir à l'aile démocrate, gauche démocrate, vouloir mettre un peu plus de pression sur Israël. Et donc dans les deux cas, il vaut mieux finir le job entre guillemets dans cette période-là. Puis le troisième élément, il y a cette idée effectivement de reconfigurer la région entre les menaces existentielles, dites comme existentielles, qui est le Hezbollah, l'Iran et les milices houthis irakiennes. J'apporterai en revanche un point de nuance. Le problème, c'est pas l'installation de démocratie. Israël n'a jamais fait le point avec la démocratie. En réalité, Israël n'aime pas vraiment le processus démocratique. Lorsqu'il y a eu... Pourtant, on nous vend aussi, là encore, je plie dans les médias, Israël comme étant la seule démocratie dans la région. Et ensuite, on nous dit que ce ne sont pas tous les Israéliens qui sont derrière Netanyahou. Bon, bah alors une démocratie, c'est quand même le peuple qui élit. Je pense que le rapport à la démocratie est en réalité biaisé. Quand la Turquie était tenue par des militaires au pouvoir,
elle était beaucoup plus pro-stratégiquement que la Turquie. Je ne dis pas que c'est une grande démocratie la Turquie maintenant, mais il y a un processus de démocratisation qui l'a éloigné. Quand il y a eu la première élection d'un civil en Égypte, c'était les frères musulmans qui étaient au pouvoir, donc ça a éloigné aussi Israël de l'Égypte. C'est pas tant un rapport à démocratie, c'est quels sont les pays qui sont alignés sur nos objectifs stratégiques de politique étrangère. Quant à ceux qui ne sont pas alignés, ils sont considérés comme l'axe du mal, indépendamment de leur positionnement, qu'ils soient nationalistes laïques, qu'ils soient religieux, qu'ils soient arabes ou non arabes. Les États-Unis, alors, vous les avez évoqués, alors ça bien sûr. Est-ce qu'on est juste... Alors les observateurs, observatrices disent, mais quand est-ce que les USA vont agir? Alors, mais ne sont-ils pas déjà en train d'agir? Est-ce que c'est pas de ce non... C'est la non-action n'est pas finalement une manière de laisser Netanyahou faire le sale job dans la région, quoi? Je pense qu'on est devant quelque chose qui ressemble un peu à Frankenstein. Non, c'est-à-dire qu'on est devant, on va dire qu'Israël est une création des États-Unis. Enfin, loin de là, c'était pas la même chose, c'était pas la même situation. C'est un processus historique complètement différent. Mais après, on sait très bien que les États-Unis, à partir des années 70, sont devenus une protectrice d'Israël. Et donc il y a Alors que, juste petit rappel historique, il faut se rappeler que pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'on savait très bien ce qui se passait en Allemagne dans les camps, les États-Unis regardaient à côté. C'était encore isolationnistes. On est bien d'accord. Et même... C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Donc. Non, mais c'est assez intéressant. C'est-à-dire que voilà, et d'ailleurs, voilà, pour les gens qui nous regardent, il y a un excellent livre de deux grands professeurs théoriciens de relations internationales qui s'appelle le lobby israélien aux États-Unis. Et donc, on n'est pas John Mearsheimer, Stephen Waltz. Exactement. On n'est pas devant de fous furieux, enfin, dans la théorie du complot, mais on est devant. Mearsheimer est un des plus grands théoriciens des relations internationales. D'ailleurs, on l'appelle le Machiavel moderne, etc. Parce qu'il est le théoricien du réalisme dans les relations internationales. Et donc, il explique ce processus historique. Il dit, dans les années 60, l'Israël n'était pas le centre d'intérêt américain. Et c'est quelque chose qui est développé avec le temps. Et il explique, pourquoi expliquer. Actuellement, on est devant une situation qui est un peu particulière. On a l'impression que Netanyahou, excusez-moi l'expression, je vais le dire de manière un peu vulgaire, se fout complètement de l'avis des États-Unis. Il y a actuellement, un livre, il se fout complètement. Oui, moi, je te pose la question dans l'autre sens. Ouais. Est-ce que finalement, les États-Unis s'arrangent bien de montrer que, en fait, il y a un fou de guerre et que... on est quand même devant la première puissance mondiale. On ne va pas me dire que les États-Unis sont impuissants. C'est-à-dire que ce qui se passe, finalement, ils le cautionnent. On a l'impression que les États-Unis, actuellement, n'ont plus aucun levier sur Netanyahou. S'ils arrêtent de livrer des armes, c'est fini. Oui, bien sûr, c'est autre chose. Mais dans ce cas-là, on est devant une situation qui est assez particulière. On a des élections dans quelques semaines. Donc, bien sûr, finalement, ça va faire perdre énormément de voix, que ce soit Kamala Harris. Si les États-Unis font quelque chose, ça sera après les élections. Probablement, ou pas. Je vous donne un exemple qui est très simple. C'est quelque chose qui a été sorti par la presse actuellement et par des témoins, des gens qui étaient là. C'est que les États-Unis avaient essayé, avec des médiateurs internationaux, d'arriver à un cessez-le-feu au Liban. C'était au début. C'était au début. Donc tout le monde était d'accord sur ce cessez-le-feu, y compris le Hezbollah, y compris Hassan Nasrallah, le chef qui a été assassiné. Donc était pour. L'Israël tergiversait un tout petit peu, ils n'ont pas signé. Les Américains pensaient que Netanyahou allait signer cet accord de cessez-le-feu. Entre-temps, Netanyahou, qu'est-ce qu'il fait? Il voyage à New York, il voyage aux Nations Unies, et pendant ce voyage, il endort tout le monde et demande l'assassinat et la liquidation de Hassan Nasrallah. Donc, après, il a expliqué, il dit oui, on n'a pas très bien compris les termes de l'accord, etc. Et selon des témoins, selon la presse américaine qui a sorti justement le contenu de ces négociations, c'est-à-dire que Netanyahou se fout mais vraiment complètement actuellement des États-Unis. Et ils n'ont plus aucun levier sur l'administration et sur le gouvernement. Tu es d'accord avec ça? Oui, je partage un petit peu l'analyse. Moi, j'ai du mal à croire ça. J'ai du mal à croire que les Américains... Non, mais justement, c'est intéressant d'échanger. En fait, j'ai du mal à croire que la première puissance mondiale, qui justement alimente Israël... Dans la situation actuelle, dans la configuration actuelle... Ça n'est pas une... Je pense que l'erreur d'analyse, ce serait de voir ça comme une relation purement bilatérale entre les États-Unis, qui est la première puissance mondiale, et son obligé, si vous voulez, qui serait Israël. Sauf que là, il y a un certain nombre de composants, c'est-à-dire que le chef d'État
des États-Unis aujourd'hui est par définition, ce que je disais, donc c'est un président sortant, donc il n'a pas autant de levier d'influence. Il pourrait effectivement bloquer faire un embargo des armes et mettre un certain nombre de pressions diplomatiques. Les armes, c'est ce qui est le plus visible, mais il n'y a pas que. Il pourrait user de la pression diplomatique et économique. Israël est exsangue, l'économie d'Israël est exsangue. Il pourrait effectivement utiliser la pression diplomatique et économique à l'encontre d'Israël, sauf que Netanyahou, il a déjà fait même à l'époque de l'administration Obama, c'est-à-dire qu'il va jouer de cela non seulement auprès des républicains, ce qui ne rendrait pas service à Kamala Harris, qui elle-même essaye de ne pas paraître distanciée par rapport au soutien à Israël, parce qu'il y a encore un soutien majoritaire de la population américaine et Israël, et donc il joue parfaitement cette espèce de jeu d'influence et de pouvoir à l'interne dans cette période électorale, et donc ce qui fait dans vraiment cette période électorale où Benjamin Netanyahou a plus d'influence, et d'ailleurs on le voit, ce qui est complètement fou, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de papiers qui montraient qu'après la riposte iranienne, parce qu'à un moment donné il fallait aussi qu'il rééquilibre un petit peu la puissance de dissuasion iranienne, après la riposte iranienne, pour convaincre les Israéliens de ne pas aller trop loin, il y avait des chèques d'armement qui étaient fournis. C'est dire à quel point cette administration n'a que la carotte à offrir et semble oublier le bâton parce qu'elle n'en dispose pas du fait du jeu électoral. Quelle serait la ligne rouge ? C'est-à-dire dans l'impunité, aujourd'hui, parce qu'on peut parler d'impunité totale d'Israël sur le plan international, d'attaquer hors de ses frontières sans aucune conséquence internationale. C'est déjà le cas. Non, mais alors, plus loin, encore une fois, petit rappel de l'histoire. Ouais. On revient en 1985, 84 ou 85. Oui, 85, mais en octobre 85, Israël envoie des F-15 bombarder le siège de l'OLP en Tunisie. Ouais. Je crois que c'était 6 ou 7 F-5 avec 2 Boeing ravitailleurs, faire leur opération, tuer des Palestiniens et des Tunisiens tués dans ce raid, et revenir sans aucune conséquence, aucune. Aujourd'hui, on voit que cette impunité est encore plus... Est-ce qu'on doit... J'ai posé la question au tout début, vous avez vu me regarder, est-ce qu'on doit avoir peur d'Israël ? Parce qu'à un moment donné, quand on se dit qu'il y a une telle impunité que, allez, il peut se dire, il peut aller n'importe où dans la région, quoi. Bah, ils sont en train d'aller pour ça, ils sont déjà le c'est le Yémen, voilà, enfin ils ont déjà bombardé le Yémen, Liban, Iran, Yémen, Irak, Iran, Syrie, c'est très récurrent. Liban, Syrie, depuis 73, donc là, c'est pas quelque chose de les implantations. Donc probablement, enfin la ligne rouge actuellement, enfin c'est même pas une ligne rouge, c'est juste une demande de la part de l'administration américaine, c'est les installations nucléaires iraniennes. Oui. C'est-à-dire que voilà, si on attaque des installations nucléaires iraniennes, dans ce cas-là, il y a la raison d'être actuellement, même face à cette sorte de garantie existentielle du régime iranien qui sera touchée. Oui. Et donc, oui, probablement, là, on aurait devant des conséquences qui sont extrêmement graves pendant la région. Est-ce que les Israéliens vont le faire ? Probablement qu'ils vont le faire. Probablement qu'ils vont le faire parce que voilà, on est dans ce scénario de aller tirer les États-Unis dans un conflit régional et dans un conflit contre l'Iran. Ça, c'est une possibilité. Je suis pas en train de dire que voilà, ça va se réaliser comme ça, mais cette ligne rouge actuellement, ou probablement cet interdit stratégique, qui est celui c'est pas seulement, il n'y aura pas seulement une seule installation nucléaire iranienne, mais plusieurs installations. Donc, est-ce qu'ils vont bombarder et détruire ces installations ? Ça, vraiment, là, on sera probablement devant un tournant, encore une fois, majeur dans ce conflit et dans cette guerre. Aucune nouvelle de la Turquie dans l'histoire ? Non, mais c'est vrai, parce que finalement, on regarde la région, on est en train de voir avec le truc de la Horniette, on avait quand même la Turquie qui menaçait Israël il y a pas si longtemps que ça. Turquie, après on peut aller plus loin du côté de la Chine, tout ça, ils regardent ça de très loin, mais j'imagine avec beaucoup d'attention de ce que ça peut avoir comme conséquence sur la région. Oui, c'est-à-dire, en fait, si traditionnellement les États-Unis sont les seuls qui sont capables de mettre une pression, mais c'est vrai que, pour rejoindre ce qui a été dit par mon collègue, il y a eu ce débat au niveau du gardien du corps du gardien de la Révolution, c'est-à-dire qu'on voyait très bien le jeu d'Israël de mener l'Iran à la guerre, et donc il y a eu une espèce de résistance pendant quasi une année de ne pas se faire entraîner, et puis il y a cette idée qu'en fait, Israël étant lâché par messianisme, la seule chose qui pourrait convaincre les Israéliens, c'est pas les Américains, mais c'est à nouveau la dissuasion iranienne.
Et je pense que c'était le sens, effectivement, des dernières frappes balistiques, c'est de dire, peu importe le dôme de fer, peu importe la technologie israélienne, nous avons la possibilité de faire des dommages considérables, et donc il ne faut pas trop pousser le bouchon trop loin, parce que voyant que les Américains n'étant pas capables de raisonner israélien, c'est comme si l'aile conservatrice des passes d'Aran a réussi à convaincre le guide de la révolution, l'Ayatollah Khamenei, d'avoir un jeu un petit peu plus musclé dans ce rapport d'équilibre au niveau des jeux entre l'Iran et Israël. Sur la question de la Turquie, effectivement, j'ai l'impression que l'administration turque se concentre essentiellement sur la crise économique qui est encore très présente. Elle a eu beaucoup de difficultés dans son positionnement international, parce qu'elle est passée de sa doctrine zéro problème avec les voisins, avec plein de problèmes avec les voisins, notamment avec l'OTAN. Il y a une forme de stabilisation des relations entre la Turquie et l'OTAN, et donc elle ne veut pas prendre le risque de s'aligner à nouveau ses partenaires. Cela dit, de l'ensemble des pays, je dirais, du monde musulman qui avaient des partenariats économiques et politiques avec Israël, c'est le seul qui a décidé de rompre les relations diplomatiques, en tout cas économiques et commerciales. C'est le seul. Alors, pour clôturer cette émission sur le sujet, on avait dit, on voulait parler des médias. Comment est-ce que vous voyez la manière avec laquelle tout ça est traité dans les médias occidentaux? Parce que finalement, on regarde beaucoup ça, on s'alimente beaucoup de ça. Ça nous livre un peu la tendance un peu intellectuelle de la manière avec laquelle on transmet, on délivre un discours, et notamment au lendemain de l'anniversaire du 7 octobre. Enfin, les médias occidentaux, ils sont aussi divers et variés que que les opinions publiques. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est ce divorce qui existe de plus en plus entre les opinions publiques dans les pays, enfin notamment les jeunes, et entre les médias classiques, traditionnels, mainstream, ce que tu veux. Et voilà, enfin, on est devant ce divorce quasiment. Et voilà, enfin, on est aussi sur ce fait de marcher sur des œufs, enfin, notamment, enfin, la question de la violence, qui est exercée par Israël contre un pays qui est un pays souverain. C'est quand même assez étonnant que voilà, enfin, on est en train de voir un pays souverain et indépendant complètement violé. C'est intéressant de voir le parallèle du traitement entre l'Ukraine. L'Ukraine, parce qu'on est là à ce moment précis, on est quasiment d'un point de vue du droit international et de la morale, on est sur la même. Alors que traditionnellement, non mais je suis d'accord avec le parallèle, mais alors qu'on est là devant un pays qui a été toujours présenté par les Occidentaux comme le pays arabe le plus proche de la civilisation occidentale. Finalement, ils sont pas des Arabes, finalement ils sont pas des musulmans, c'est des Phéniciens, c'est des gens qui sont proches de nous, etc. Finalement, là, on est en train de voir qu'un retournement total, encore une fois, avec une musique très cynique par rapport au Liban, en disant probablement c'est une bonne chose, on va se débarrasser de ces fous furieux qui sont Hezbollah. Alors que, encore une fois, et tu l'as dit tout à l'heure, Hezbollah, bien sûr, n'est pas le Liban, mais c'est aussi le Liban. Oui, bien sûr, dans sa diversité. C'est une composante essentielle, démographique importante. Il représente une grande partie de la population chiite. Et c'est aussi une représentation politique. C'est une représentation politique qui est importante. Et donc, on est devant quelque chose qui va bouleverser complètement un pays déjà fragile. Déjà fragile. Économiquement, politiquement, ce que vous voulez. On a beaucoup de. Donc on est devant une situation vraiment. Parce que j'en ai rencontré, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui. Et avec les déplacements, on sont dans un pays où le Liban, c'est un pays qu'on peut faire du nord au sud en 3 heures. Donc voilà, un petit pays, mais avec des déplacements actuellement de centaines de milliers, de millions de personnes qui sont en train de se déplacer d'ailleurs maintenant, errant de l'histoire, vers la Syrie. Ouais, je crois je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Je crois qu'il y a une distinction dans l'opinion publique, en tout cas dans les médias, entre les États-Unis et l'Europe. Il y a encore cette distinction. J'ai l'impression que les médias plutôt de gauche ou l'aile gauche commencent de plus en plus à être critiques vis-à-vis de la politique israélienne, de Netanyahou, du projet même colonial. C'est des choses qu'on n'entendait pas dans les médias de gauche américains qu'on commence à entendre. Et puis, on a par contre des médias européens qui font bloc et qui voient le conflit non pas comme un conflit entre deux entités ou une projection du droit international, c'est une projection identitaire, en fait. C'est-à-dire que Israël on est toujours pro-israélien parce qu'Israël est perçu comme une projection de l'Occident dans un monde où les Palestiniens sont l'arabe étant l'autre. Et donc quand vous avez cette question-là identitaire, on l'a très bien vu d'ailleurs dans l'ensemble des discours dans la guerre en Ukraine, vous voulez bien accepter des réfugiés ukrainiens parce qu'ils nous ressemblaient, parce qu'ils étaient comme nous. Et donc en Europe, on a encore une vision extrêmement culturaliste, identitaire. Et ce qui est intéressant, parce qu'on reprochait souvent au monde arabe d'être pro-palestinien, non pas pour la question de la justice internationale, mais par tribalisme. Et on se rend compte en fait que les Arabes sont beaucoup plus critiques des nuances
au sein des différentes fractions, au sein des différents positionnements de la résistance légale, militaire. Il y a un énorme débat au sein du monde arabe, là où l'Occident fait bloc à pour le coup une vision plutôt identitaire et loin des dominations internationales. Dernier mot, et le tribalisme, il faut aussi le voir, c'est effarant, c'est du côté israélien. Du côté israélien, c'est des anciens pays qu'on présentait comme un pays qui a un très débat, une vitalité démocratique, institutionnelle, etc. Actuellement, il y a un alignement total derrière celui qui était détesté par une grande partie d'Israéliens. Et poursuivi par la justice. Poursuivi par la justice, qui jouait sa tête politiquement. Oui. Et aussi, ce qui est effarant de voir des gens, des voix qu'on considérait comme des voix libérales, ouvertes, etc. À quel point il y a une sorte d'autisme par rapport à la question palestinienne et par rapport à la souffrance israélienne. C'est juste effarant. Quand je dis, des gens, pour lesquels, personnellement, j'avais du respect pour leur position, etc. Comment actuellement ils ne sont... Je peux concevoir que le 7 octobre a été un choc, il y a un traumatisme total, mais je pense qu'un traumatisme aussi, il faudrait pousser une personne à voir ce qui se passe aussi d'autre côté et le traumatisme des autres populations. Alors que là, il y a un déni total de la souffrance palestinienne et maintenant de la souffrance libanaise. Merci à vous d'avoir été avec moi pour ce sujet qui est pas facile à comprendre. Alors, soit très facile à comprendre, soit on est complètement à côté de la plaque et les choses font ailleurs. Mais en tout cas, voilà, on vous a dit... Ce sera pas pire qu'ailleurs. On est bien d'accord. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve très vite sur Parole d'Experts. Dans Parole d'Experts sur H24, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos questions et vos réactions. À très bientôt. Bye bye.